Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Les associations de jeunesse du Gabon ont décidé de se retrouver pour discuter de l'implication de cette frange de la population à la construction de l'État, la concertation nationale de la jeunesse. C'est de ça dont il s'agit, qui est organisée en prélude à la concertation politique voulue donc par les autorités du pays. Quels sont les grands axes évoqués au cours de ces assises de la jeunesse et comment ces jeunes peuvent davantage s'impliquer dans la gestion de la chose publique? Autant de problématiques dont nous allons parler dans ce plateau spécial. Avec vous, Rosny Verlin Bilé Bissima, coordinateur de l'association Jeunesse pour la paix et la solidarité au Gabon. J'espère que j'ai bien prononcé. Bienvenue sur Gabon 24. Merci, madame. Et juste à côté, nous avons une dame, Lucette Erika Clousier, secrétaire générale du mouvement d'une jeunesse responsable et forte. J'ai également bien prononcé. Bienvenue à vous, madame, Merci, sur madame. ce plateau de Gabon 24. J'ai un plaisir de vous recevoir et Gabon 24 avec moi. Quel est donc, madame, monsieur, l'intérêt d'organiser une concertation de la jeunesse maintenant? Ok, merci. Merci déjà de la possibilité que vous nous donnez encore une fois de parler de ces assises, de cette concertation de la jeunesse qui est organisée suite à l'appel du président de la République, qui a voulu réunir la classe politique au Gabon à partir du 13 février prochain. Donc, comme je disais, l'intérêt aujourd'hui d'organiser cette concertation, c'est d'unir la jeunesse gabonaise, discuter sur des thématiques principales, sur les enjeux, sur les problématiques vraiment propres à la jeunesse gabonaise, pour qu'on essaie de trouver des pistes de solutions qu'on pourrait proposer aux autorités dans le cadre effectivement de cette concertation politique qui pointe à l'horizon. Alors, madame Erika, est-ce que ce n'est pas une concertation de plus ou de trop pour la jeunesse? Non, je ne dirais pas. Merci d'abord de me donner la parole. Je ne crois pas que ce soit une concertation de plus ou de trop. Parce qu'on a toujours été au devant de la scène. On avait décidé de se taire. On ne fait qu'une relance. Maintenant, encore plus, parce qu'on nous donne plus d'opportunités de joindre le politique à l'économie et voir ce que ça va donner avec la jeunesse pour demain. Et alors, quels sont les sujets dont vous débattrez lors de cette concertation pour la jeunesse? Ok. Nous avons séquencé nos thématiques en 3 parties. Dans une première partie, on va aborder les questions politiques et de démocratie. Dans la deuxième partie, on va aborder les questions d'entrepreneuriat et de développement économique. Et dans la troisième partie, on reviendra notamment sur les aspects du climat et de l'environnement. Donc voilà un peu, en gros, les thématiques principales de nos assises. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces thématiques ont été séquencées. Donc, on aura, à côté des thématiques générales, on aura des panels et on aura des ateliers dans lesquels on aura bien évidemment des travaux qui vont se faire par des jeunes afin de proposer, tant pour moi, des pistes de solutions dans les domaines spécifiques que nous allons identifier. On aura l'occasion de revenir sur les pistes de solutions que nous pourrons même déjà évoquer ici sur ce plateau, mais un peu vers la fin de cette émission. Pour revenir sur le panel politique et démocratie, vous avez dit, ça tombe bien puisque nous sommes là en plein dans la concertation politique qui va s'ouvrir, nous sommes en pleine année électorale. Comment aujourd'hui le jeune se sent-il impliqué dans la chose politique? Ok. Justement, on a mis un accent particulier sur les questions politiques parce que, comme vous l'avez dit, nous sommes déjà en plein dans les préparatifs, effectivement, de la concertation politique. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'implication politique des jeunes se limite, ou encore, on a tendance à la limiter dans des questions de mobilisation, dans des questions de masse, alors que le jeune veut vraiment jouer un rôle majeur dans effectivement, cette question-là. Aujourd'hui, vous avez par exemple la concertation, vous avez plusieurs problèmes que les jeunes veulent poser, notamment ce qui est du CNJ, le processus électoral, même leur implication dans les échéances électorales. Malheureusement, quand il y a des concertations politiques, les jeunes ne sont pas souvent écoutés et c'est effectivement pourquoi nous avons décidé de nous réunir d'abord entre nous, dire ce dont on a besoin, dire dans quel cadre il faut l'avoir et ensuite, bien évidemment, proposer cela aux gouvernants et aux politiques qui vont se réunir le 13 prochain. Madame Erika, M. Rosny dit que les jeunes ne sont pas souvent écoutés. On a envie de vous écouter. Et cette tribune est une tribune pour qu'on vous écoute. Mais il y a que le Gabon aujourd'hui a un cadre juridique et il y a une loi, la loi numéro 9/2016 du 5 septembre 2016, qui parle des quotas. Les quotas des femmes, 30% de femmes, 30% des jeunes aux fonctions électives de l'État. Mais alors, les jeunes ne sont pas écoutés. Si les jeunes n'étaient pas écoutés, pourquoi alors on a mis en place cette loi? Et si aujourd'hui cette loi existe, comment les jeunes se saisissent-ils de cette loi pour aller vers ces postes électifs plutôt? Voilà, merci de me donner la parole. Il faut savoir que dans ce processus électoral qu'on a toujours mis en place dans notre pays, on a souvent laissé la place
aux plus âgés dans la jeunesse. Parce qu'il faut sectionner... Aux plus âgés dans la jeunesse. Voilà, qu'est-ce que vous entendez par les plus âgés? Nous, on a fait quelque chose d'assez particulier. On a sectionné la jeunesse. Parce qu'on se retrouve en majorité au sein de cette concertation présentée comme la série 8. Donc génération 8, ceux des années 80. Et dans le processus électoral, on a toujours eu ceux de la génération 7, donc ceux des années 70. Et nous, on est entre les années 70 et les années 90. Donc dans cette branche-là, dans la branche de la série 8, on n'a jamais eu le droit à la parole. On a toujours observé, aujourd'hui on a pris la décision de faire en sorte que ceux qui sont allés ont été des modèles ou bien des précurseurs pour nous, et ceux qui viennent derrière, nous sommes aussi des précurseurs pour eux. Et on essaie de rentrer tant mieux que mal en disant on veut participer maintenant parce que le processus électoral n'est pas seulement un processus électoral simple. Il y a des dialogues qui doivent se faire. Il y a eu des fractures au niveau du pan politique dans toute sa généralité, de l'administration, de la famille à l'administration jusqu'au plus haut niveau. Nous, nous sommes jeunes, nous sommes femmes. Moi, je suis une femme. Je rentre dans le quota des femmes et des jeunes. Nous avons cette particularité de participer au dialogue en faisant quoi? En parlant, en dialoguant, comme on le dit si bien, en communiquant, en nous adressant aux plus âgés, qui peuvent être nos pères, qui peuvent être nos maris, qui peuvent être nos frères, aux plus jeunes, qui sont nos enfants. Parce que la femme a une particularité, elle donne au monde les deux sexes, femmes et hommes. Mais c'est quand même difficile de croire à ce que vous dites. Quand vous dites que la jeunesse n'est pas toujours écoutée, aujourd'hui, au sein du gouvernement, par exemple, il y a des jeunes. Aujourd'hui, au sein de l'Assemblée nationale, par exemple, il y a des jeunes députés. Aujourd'hui même, au sein de la haute administration, il y a des jeunes qui prennent la décision. On a confié à des jeunes la chose publique et même la chose politique. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État a fait sa part et peut-être que le problème est à votre niveau? Alors, madame, je vais peut-être vous surprendre. Si on essaie un peu de regarder les instances internationales, je prends le cas de la Banque mondiale, qui définit comme jeunes ceux-là qui sont âgés entre 15 et 24 ans. Ça, c'est la Banque mondiale. Et c'est cette jeunesse-là à laquelle vous vous adressez à cette concertation? En fait, au Gabon également, dans le cadre effectivement de la politique nationale de la jeunesse, on dit qu'on est jeune entre 15 et 35 ans. D'accord. Mais quand on regarde, avant de revenir sur la femme, mais quand on regarde aujourd'hui dans notre administration, ni au gouvernement, ni dans les institutions constitutionnelles, dans le Parlement et ainsi de suite, nous n'avons pas de jeunes, je peux le dire ainsi. Nous n'avons pas de jeunes. On ne va pas dire les âges des membres du gouvernement, mais on a quand même certains ministres qui sont assez jeunes. Ils sont assez jeunes, bien évidemment, mais est-ce qu'ils rentrent effectivement dans le cadre de la politique nationale de la jeunesse? Parce que toutes les actions que nous menons cadrent avec la politique nationale de la jeunesse qui a été mise en place en 2012. Voilà. Donc c'est dans cette logique qu'on dit que les jeunes aujourd'hui ne sont pas écoutés. Ceux qui sont des années 70, peut-être encore un peu avant la moitié des années 80, eux ne sont plus considérés comme jeunes en réalité. Mais ils interviennent comme des jeunes parce qu'ils se disent, bon, nous sommes pour certains de la même génération, peut-être que des années qui diffèrent, mais voilà, mais est-ce qu'ils sont vraiment jeunes? Et revenir un peu sur ce que vous avez dit sur la loi des quotas, mais on constate aujourd'hui que les femmes, si je prends le cas des femmes, mais les femmes sont présentes dans toutes les administrations. Mais parce qu'elles sont engagées politiquement. Elles sont engagées. C'est pourquoi nous disons que nous ne voulons plus que les jeunes soient, ou bien encore leur participation, leur implication se limite dans les questions de masse, dans les questions de mobilisation. La question ne se pose pas qu'en aval, elle se pose en avant dans les partis politiques. Dans les partis politiques, par exemple. Il faut que s'il y a élections législatives, élections, je ne sais pas, municipales et autres, il faut que les jeunes soient représentatifs. Bon, la loi donc, que vous avez citée tout à l'heure, la loi 9/2016, mais elle dit effectivement, elle dispose que les jeunes devraient représenter 20%, 20% pour les jeunes et 30% pour les femmes. Voilà. Mais aujourd'hui, la question de la femme, elle est réglée. Parce que la femme est présente aujourd'hui dans l'administration, dans les partis politiques, au Parlement, vous voyez les femmes. Et donc la balle est dans le camp des jeunes. Puisqu'il faut que vous également, vous soyez impliqués. Avant d'arriver à la partie économique, je vous propose de revenir quand même sur un fait qui a marqué le pays et on peut en parler aujourd'hui. On a fait confiance aux jeunes. On leur a confié des postes de responsabilité. Vous n'êtes pas sans ignorer tous les scandales qui ont eu lieu, des détournements de fonds vis-à-vis, enfin j'ai envie de dire, qui ont été causés par des jeunes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte que l'État puisse de nouveau faire confiance à vous, la jeunesse? Est-ce qu'il n'y a pas cette méfiance qui s'est quand même installée, puisque quand on a mis des jeunes à la tête de plusieurs choses, ben, ça a donné ce que ça a donné? Oui,
on peut l'accepter. On peut l'accepter. Il y a eu peut-être des débordements dans la gestion de certains jeunes, mais ce ne sont pas encore là tous les jeunes qui ont été à la manœuvre. Mais ce ne seront jamais tous les jeunes qui seront à la manœuvre. Mais c'est pourquoi je dis, aujourd'hui, le problème des jeunes, c'est de se dire quelle est notre responsabilité dans la gestion de l'affaire publique, notre responsabilité, notre prise de conscience. Parce que généralement, pour ceux qui n'ont pas d'expérience, quand ils arrivent à un certain niveau de responsabilité, ils se permettent de faire tout ce qu'ils veulent. Ils se permettent d'utiliser les fonds publics à d'autres fins, peut-être pas, ils ne les orientent pas vers des fins vraiment prévues. Mais aujourd'hui, c'est aussi notre responsabilité. On se dit, oui, peut-être qu'on n'est pas encore mature dans la gestion de la chose publique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas avoir accès à les décisions. On veut qu'on nous fasse plus confiance pour gagner aussi en expérience. Peut-être que si, je prends le cas, un exemple, une administration, une direction générale, le directeur général, c'est un monsieur, c'est un papa, mais le directeur général adjoint, c'est un jeune, ça permettrait à ce jeune d'apprendre aux côtés de ce qui est fait. Madame Erika, vous êtes secrétaire générale, ça m'interpelle, du mouvement d'une jeunesse responsable. Oui. Comment aujourd'hui croire en cette jeunesse responsable? Je vais le dire simplement, quand on a mis ce mouvement en place, parce que ça va d'un constat, le scandale dont vous avez parlé, et ça a affecté tout le monde. Mais comme on dit chez nous, il y a un adage qui dit c'est une dent qui fait sentir toute la bouche, mais pas pour autant qu'on ne va pas aller utiliser un dentifrice ou bien une brosse à dents pour la nettoyer. Ce sont des jeunes comme nous qui ont favorisé. Et c'est à la jeunesse de régler. Et régler comment? Mais en montrant à nos aînés que ce n'est pas toute la jeunesse qui a participé à ce scandale. Dans cette tranche de jeunes, il y a des jeunes encore crédibles, responsables et qui veulent voir du changement au niveau de leur pays. En brisant des paradigmes. En faisant quoi? On ne vous demande pas, on ne demande pas à nos aînés de nous laisser. Nous, on est venus pour apprendre. Donc on rentre. Je vous prends un exemple en administration. Moi, j'ai participé autour des services. J'ai fait tous les services avant de rentrer. Mais les textes aussi sont normés à un niveau de responsabilité. On est à même de juger de par nos pairs. Donc les directeurs sont à même de dire cette personne a plus de maturité, on peut la mettre à tel endroit. Mais aussi, il faut faire un suivi derrière. On nomme une personne, c'est pas pour 5 ans. On nomme par rapport au suivi, par rapport au management. Si ça ne répond pas, on est à même de changer. Est-ce que nos pères ont voulu changer? C'est la question qu'on va se poser. Parce que la balle est des deux côtés. Est-ce qu'on a voulu faire avec une tranche d'âge et laisser les autres? Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même la réponse assez suffisamment par rapport à tout ce que j'ai déjà cité. Il y a quand même des efforts qui sont faits de la part de cette génération avant-gardiste qui se dit, bon, on va quand même laisser la jeunesse arriver à ce niveau-là. Mais quand on retourne, on voit que la jeunesse ne répond pas forcément de sa responsabilité. On met un peu le pied sur le frein, on se dit peut-être qu'il faut d'abord laisser cette jeunesse de côté et reprendre les choses en main. On va passer rapidement à la partie économique, vous aurez l'occasion de détailler encore si vous voulez. Alors aujourd'hui, on a au Gabon une politique de l'auto-emploi qui est fixée par le plus haut niveau de l'exécutif, donc le chef de l'État et même le gouvernement. On a la mise en place d'incubateurs sectoriels pour l'accompagnement de projets de jeunes. On a la mise en place de fonds dédiés à cet accompagnement-là, le fonds Okoumé Capital. On a même récemment la société de garantie. Aujourd'hui, quels sont les griefs que vous reprochez à l'État du point de vue économique, de la participation des jeunes dans cette dynamique économique et peut-être même pour aboutir à cette autonomisation de la jeunesse gabonaise? Et moi, je vais répondre tout simplement parce que je suis plein pied dedans. La plupart du temps, on est confronté à un problème de communication. On ne communique pas assez. Il y a des incubateurs, oui. Il y a des mécanismes financiers qui sont mis en place pour financer des projets, oui. Mais est-ce qu'ils communiquent assez? Est-ce que le jeune, lui aussi, à cette volonté d'aller vers ces mécanismes qui sont mis en place? Moi, je ne pense pas. Je crois que la responsabilité est de deux côtés. D'abord, la communication, la volonté ensuite. Et on a un petit problème, un petit bémol qu'on a toujours constaté chez les jeunes, c'est que le jeune a tendance, lorsqu'il a un projet, il se dit tout de suite ce projet va éclore. Alors que derrière un projet, il y a des mécanismes qui sont mis en marche, il y a des formations qui sont là, qu'on doit respecter. C'est comme quand vous rentrez, quand vous naissez, tout de suite, vous n'allez pas être
grand et puis porter une veste, un costume, voilà, oui. Directement. Donc, il y a moi, ce que je reproche d'abord à ces entités-là, c'est le manque de communication, premièrement. Et puis, on a constaté un truc, c'est que ces mécanismes-là sont seulement mis sur les grandes capitales. Ils ne vont pas dans l'arrière-pays. Mais il y a des jeunes qui ont des projets, de très bons projets qui sont aussi portés. Le projet, par exemple, de l'agriculture, il y a des bons projets qui sont portés là-bas. Mais est-ce qu'ils prennent le temps d'aller vers ces jeunes du monde rural pour leur dire, bon, vous avez des projets, on a ces mécanismes qui sont mis en place et derrière ça, dérouler en disant, on a des formations, former ces jeunes qui vont être des relais de l'arrière-pays pour la capitale. Je crois que pour avoir suivi quand même le gouvernement et certains organismes internationaux, il y a des choses qui se font dans l'arrière-pays, peut-être pas au niveau souhaité, mais il y a quand même des choses qui se font. Vous pointez du doigt la communication, mais moi j'ai envie de vous pointer du doigt en disant, quel est le rôle des associations de jeunesse pour être des relais de l'information? Ok, merci. Avant de répondre à la question, moi je voudrais d'abord rappeler quelque chose. Vous savez, j'ai un aîné qui me dit souvent, en termes d'entrepreneuriat, par exemple, il faut investir dans ce qui marche. Oui. On ne peut pas investir ou mettre de l'argent dans ce qui ne marche pas. Vous voyez, si on prend le cas de la capitale, aujourd'hui, du fait de l'exode rural, on a une population qui se multiplie dans notre capitale. Et il y a un problème qui est là, c'est par exemple le transport. Le transport. Mais il faut que l'État essaie de se dire, bon, s'il y a des jeunes qui ont des projets dans le domaine du transport, comment on peut encadrer ces projets, comment il faut financer ces projets pour que ces projets parviennent à régler ce problème qui est déjà identifié. Il y a un problème de restauration qui va se poser. Il faut que l'État, aujourd'hui, encourage ceux qui font dans la restauration pour dire, bon, parce que si on ne mange pas, on ne peut pas vivre. Donc, il faut bien que l'État essaie de regarder ces aspects. Donc, ce qui est vrai pour le transport et la restauration est vrai pour d'autres domaines. Maintenant, les associations aujourd'hui, on se dit, ça fait même partie des raisons pour lesquelles on a décidé de se réunir pour cette consultation, pour que les associations des leaders de jeunes se disent, voilà notre part de responsabilité et voilà la responsabilité de l'État. Voilà. C'est bien déjà de reconnaître sa responsabilité. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, les associations veulent bien s'engager dans la sensibilisation, mais il faut que nous ayons des outils. Nous ayons des outils. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons, c'est vrai, l'État a mis en place un certain nombre de mécanismes. Oui. Les fonds Koumé, le FJS, par exemple, le fonds de garantie, et ainsi de suite. Oui, mais il faut que ces organes aille vers les jeunes pour dire aux jeunes, voilà les instruments que l'État a mis en place pour vous. Parce qu'on peut ne pas avoir l'information. Une fois vous êtes informés, vous, association de jeunesse, quel est votre rôle? Une fois nous sommes informés, ben nous on va Et comment on doit vous informer? Quel est le mécanisme pour vous informer? Puisque ça passe à la télévision, on le lit dans les journaux. Nous, en tant que journalistes, on est des relais de cette information. Donc vous êtes informés. Une fois vous êtes informés, comment? Mais Madame Marielle, vous savez, un jeune qui est affamé, on dit souvent, un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc si je suis à la recherche de quoi vivre, mais j'aurai du mal à regarder le net, à regarder la télévision, me concentrer sur ce qui est important. Et pourtant, il y a de très bonnes choses qui sont proposées par le gouvernement. De très bonnes choses. Et si c'était relayé au niveau des associations, et notamment le Conseil national de la jeunesse, pour lequel on va quand même dire quelque chose, puisqu'il y a des conseils provinciaux de ce Conseil national de la jeunesse, si c'était relayé, je pense que le message devrait passer, parce qu'aujourd'hui, vous conviendrez avec moi, M. Rosny, l'État-providence a montré ses limites. L'État ne peut plus être partout et ne peut plus tout faire. Il faut donc qu'il y ait des relais de l'État pour aller toucher la jeune gabonaise qui se trouve à Mouri-Matiengui, là-bas, c'est dans le sud du Gabon, après Fougamou, sur la route de Mouila. Donc, pour aller trouver cette jeune-là, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le ministère en charge des PME qui ira chercher cette jeune dame-là pour dire, écoute, il y a le fonds de garantie qui a été mis en place. Si vous avez une vision, venez, ou bien nous, on vient vers vous pour vous. C'est vous, Conseil national de la jeunesse, puisque vous avez également des missions. C'est vous, association de jeunesse, pour parler globalement, puisque vous avez un rôle à jouer pour cette jeunesse-là. Déjà, je vais prendre la parole rapidement. Excusez-moi, il y a des incubateurs qui sont mis en place. Au niveau des incubateurs, par exemple, il y a des présidents d'associations ou encore des responsables porteurs de projets d'associations qui vont en formation. Parce que dans le cadre de certaines associations, ils vont vers ces incubateurs-là. Mais le vrai problème, c'est que les incubateurs ne sont pas implantés partout. Ils sont souvent implantés dans les grandes villes économiques comme Port-Gentil, Franceville et Libreville. Et comme on le dit, quelqu'un qui est situé, l'incubateur qui est situé au niveau de Port-Gentil
peut être un relais pour 2 autres provinces qui Ça, c'est vrai. voilà, ouais, qui sont juste, qui ne disposent pas. Ouais. Je prends le cas de Port-Gentil avec, pour le citer, l'incubateur Ogoué Labs, par exemple. Ouais. Il a la possibilité de descendre jusqu'au Moyen-Ogoué. Il a la possibilité du Moyen-Ogoué d'aller jusque dans l'Angounier, faire passer son message. C'est un relais. Et au niveau des associations qui sont formées, par exemple, ces associations peuvent descendre. Et la plupart du temps, pour les associations, on le fait souvent pendant la période où on a une grande... comment dire, une grande activité. Et c'est là où on essaie de parler de ces incubateurs qui, nous, maintenant, au niveau des associations, nous mettons les gens en équipe par rapport au secteur dans lequel le projet veut être fait. Oui. Il y a l'agriculture, il y a la pisciculture, Oui. il y a par exemple le commerce ou la restauration, et des choses comme ça. Maintenant, ces porteurs de projets-là, nous, maintenant, au niveau des associations, on essaie tant mieux que mal de les former. Est-ce que le véritable problème, Madame Erika, n'est pas dans le fait aussi que le CNJ ne soit pas institutionnalisé finalement? Oui. Parce que vous pouvez revendiquer tout ceci. Il peut y avoir autant de concertations de jeunes que vous allez souhaiter, que nous allons, puisque nous sommes tous jeunes, souhaiter, mais nous avons une instance qui a été mise en place. Pourquoi ne pas demander à l'institutionnaliser? Pourquoi ne pas travailler à l'institutionnaliser pour qu'elle porte un peu plus haut la voix des jeunes? C'est le cas pour la concertation qu'on va avoir. On s'est rendu compte que le CNG n'est pas normé. Et tant que ce n'est pas normé, on ne peut rien faire. On peut proposer, ça ne va jamais arriver. C'est pourquoi on disait que lorsqu'on rentre dans cette concertation, il va y avoir des panels d'accords, il va y avoir des ateliers, mais ça ne va pas se limiter qu'à ça. On ira au-delà des ateliers. Nous allons faire des propositions et nous allons travailler avec les autorités ou les entités qui sont en charge de la mise en place de ces mécanismes pour que le Conseil national de la jeunesse soit aussi pris en compte. Parce que c'est le seul outil ou c'est le seul plateau pour lequel les jeunes pourront venir et dire on a tel souci, c'est le relais qu'on a avec les autorités en place. Monsieur Rosny, après cette concertation de la jeunesse, puisque vous avez évoqué quand même pas mal de pistes que vous allez aborder et de pistes de solutions, qu'est-ce qui va être fait pour le suivi, pour que ces recommandations ne soient pas enfermées dans des tiroirs comme les recommandations des assises précédentes? Ok, je vais vous dire rapidement. Vous savez, avant de revenir sur la question, je vais vous dire que en 2009, par exemple, nous avons eu le premier forum de la jeunesse au Gabon. Oui. Et on se souvient de cela. Voilà. Et c'est de ce forum-là que naît la politique nationale de la jeunesse. Et l'une des recommandations principales, effectivement, de ces assises a été l'institutionnalisation du Conseil national de la jeunesse. Oui. 14 ans plus tard, on se dit qu'il n'y a pas eu d'avancée. Donc aujourd'hui, même quand vous posez la question, si le Conseil national n'est pas déjà un cadre qui peut se permettre en fait de sensibiliser la jeunesse sur des questions ou encore les politiques mises en place par l'État, je dis oui, mais il faut encore que cette instance soit normée, comme vient de le dire Madame Erika tout à l'heure. Donc, nos assises tiennent d'abord compte de ce qui a été fait dans le passé, parce qu'on ne peut pas avancer tant pour moi, sans d'abord regarder ce qu'il y a eu. Sinon, on va retomber dans les mêmes travaux, on va retomber dans les mêmes choses. Donc, on s'est dit, puisque ce forum avait décidé de proposer, de mettre sur la table du gouvernement l'institutionnalisation du CNJ, nous, au sortir des assises, on va regarder quelles sont les possibilités, quels sont les mécanismes, quelles sont des modalités qu'on doit mettre à la limite, ou bien encore qu'on doit mettre devant la scène, ou encore qu'on doit proposer au gouvernement pour parvenir effectivement à cette institutionnalisation-là. Donc, ce qui est vrai pour le CNJ pourrait être vrai pour d'autres recommandations, d'autres résolutions qui sortiront des assises qu'on organise. Il y a une question que les internautes ont voulu vous poser. On reproche à la jeunesse de ne pas parler d'une seule voix. Et on vous reproche même d'être des opportunistes. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Que vous venez vous greffer souvent à des actualités en fonction du calendrier politique de l'État? Je vais répondre, parce que ce sont les questions qui ont été débattues pendant les préparatifs de cette concertation. Et on s'est dit, on vient chacun de tous bords, il faut qu'on s'asseye parce que nous allons écrire ou essayer de réécrire l'histoire de cette jeunesse avec des personnes qui veulent bien avancer pour notre pays. Donc on s'est assis, on s'est tous assis autant que nous sommes, excusez-moi, pour
essayer de comprendre qu'est-ce qui mine la jeunesse, quel est le vrai goulot d'étranglement qui fait en sorte qu'on ne puisse pas s'asseoir pour parler d'une seule voix. Et aujourd'hui, je pense, on a décidé tous de s'asseoir et parler d'une seule voix. Même si, en ce moment, vous voyez dans différents canaux de communication que d'autres se lèvent à gauche, à droite, on a tous d'abord pris part aux mêmes réunions. Et on va tous assister aux différentes, on va dire quoi, aux différentes assises qui se font en ce moment pour la jeunesse, pour terminer ensemble, parce qu'on a commencé ensemble et on est en train de, dans ce processus, et on terminera ensemble. C'est bien de l'entendre et ce sera votre mot de fin, Monsieur Rosny, rapidement. Peut-être pour compléter ce que vient de dire Mme Erika, moi je pense que la jeunesse n'est pas divisée. La jeunesse gabonaise n'est pas divisée et la jeunesse va toujours continuer à parler d'une même voix. Sauf qu'il y a peut-être des facteurs externes qui font en sorte qu'on pense que la jeunesse est divisée. Parce que les gens ont des acquaintances avec X, parce que les gens ont des considérations peut-être partisanes ou bien des rapports avec X ou Y. Mais je pense que la jeunesse gabonaise est unie, elle le sera toujours jusqu'à l'aboutissement des problèmes que nous posons sur la table. Et ce sera le mot de fin de M. Rosny Verlin Bilé-Bichima, coordinateur de l'association Jeunesse pour la paix et la solidarité au Gabon, et Mme Lucette Erika Clousier, secrétaire générale du mouvement d'une jeunesse responsable et forte. Merci à vous d'être passé sur le plateau de Gabon 24 et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.